Vous l'avez reconnu, le générique du point sur l'actualité, la première édition de l'année 2023, la première également de la semaine. Bienvenue à tous, l'occasion nous est bien sûr offerte afin de vous souhaiter à tous bonne et heureuse année 2023, car ce soir nous parlerons de l'African Growth and Opportunity Act, ce programme bien sûr de préférence commerciale de l'AGOA avec les États-Unis qui vient donc définitivement de retirer le Burkina Faso de ce programme pour non-respect des exigences du statut de l'AGOA, a déclaré le bureau du représentant américain au commerce dans un communiqué. L'administration Biden est profondément préoccupée par le changement anticonstitutionnel du gouvernement au Burkina Faso. La loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique offre, rappelons-le, aux pays d'Afrique subsaharienne un accès en franchise de droit aux États-Unis s'ils remplissent certaines conditions d'éligibilité telles que l'élimination des obstacles au commerce et aux investissements américains et bien sûr la progression vers le pluralisme politique. Alors comment interpréter cette décision prise par le gouvernement Biden, celle bien sûr de retirer définitivement le Burkina Faso de ce programme de préférence commerciale de l'AGOA? C'est bien sûr l'une des principales interrogations sur lesquelles nous reviendrons dans le cadre de cette émission du point sur l'actualité, et bien sûr nous allons également nous interroger. On tentera de savoir si les économies des pays de l'Afrique subsaharienne peuvent véritablement se passer de ce programme des États-Unis. Voilà donc qui plante ainsi le décor de cette première production de l'année 2023 de la semaine également. Installez-vous confortablement. On se retrouve juste après cette transition. Bienvenue à tous une fois de plus, nous parlons de l'African Growth and Opportunity Act, le programme de préférence commerciale de l'AGOA avec bien sûr le retrait donc définitif du Burkina Faso qui a été prononcé par Washington. Comment interpréter cela? Est-ce que les pays de l'Afrique subsaharienne peuvent-ils réellement se passer aujourd'hui de ce programme mis sur pied par Washington? Les deux principales interrogations sur lesquelles nous reviendrons largement dans le cadre de cette édition du point sur l'actualité. Pour en parler ce soir, qui de mieux qu'un économiste? Il réagit en direct bien sûr du Canada aux États-Unis. Il s'agit de Sheilou Lawson. Vous êtes économiste, vous êtes par ailleurs analyste politique. Bonsoir à vous monsieur Sheilou Lawson, mais surtout bonne et heureuse année 2023. Guinée, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau en début de cette année 2023. Permettez-moi en même temps de saisir l'occasion pour présenter, bien que nous ne sommes pas dans le calendrier Kamite, où l'année devait se situer, le début de l'année devait se situer quelque part en juillet, sur le calendrier grégorien, mais quand même, permettez-moi de présenter mes vœux, les meilleurs, de santé, de paix, de bonheur, de prospérité, de réveil panafricain à tous les panafricains, à tous les Africains, à toute la descendance afro dans le monde entier et à tout le monde entier pour que cette année soit une année de réveil, une année du verseau, de la reprise de notre dignité sur le plan politique, économique, mais aussi du contrôle, des leviers de contrôle de notre identité culturelle, économique, politique et scientifique. Voilà les vœux que je voudrais présenter à tous les panafricains et que la lutte reprenne encore avec plus d'ardeur, avec plus d'acuité, mais aussi d'objectivité dans tous les sens pour le bien-être des peuples africains. Voilà. Merci pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi. Je ne pourrais pas ne pas présenter les mêmes vœux
à toute la direction de For You Media, à vous-même et à tout le travail qui se fait derrière cette télévision. C'est la communication qui est un atout important pour tous les panafricains et c'est pour moi le lieu encore de le saluer aujourd'hui. Merci à vous chez Hello Lawson. Nos voeux les meilleurs pour cette nouvelle année. Eh bien, ces voeux, nous vous les adressons également. Monsieur Adama Sao-Dogo, vous réagissez en direct du Burkina Faso ce soir, puisque nous parlons effectivement du Burkina. Vous êtes, je le rappelle une fois de plus, vous êtes secrétaire général de la planète des jeunes panafricanistes. Vous êtes en gros activiste panafricaniste. Alors, bonsoir à vous, monsieur Adama Sao-Dogo. Je pense que M. Adama Sao-Dogo devrait activer son micro afin bien sûr que nous recevions son signal. Eh bien, nous le retrouverons tout à l'heure, bien sûr, dans le cadre de cette émission du point sur l'actualité. Mais bien avant, on démarre avec vous, M. Chéoulou Lawson. L'information, elle était, bien sûr, dans l'air depuis le 2 novembre dernier, avec, bien sûr, cette annonce, mais qui devait effectivement prendre son effet pour le début de cette année 2023, plus précisément le 1er janvier 2023. L'annonce avait été faite le 2 novembre, mais c'est effectif depuis donc 24 heures. Le Burkina Faso, M. Chéoulou Lawson, a été retiré de ce programme de préférence commerciale de l'AGOA, un programme d'ailleurs mis sur pied par les États-Unis. Après donc l'Éthiopie, après le Mali, après la Guinée, c'est donc au tour du Burkina Faso d'être exclu, ou du moins d'être retiré de ce programme commercial. Alors, quelle est l'interprétation que vous pouvez faire à la suite, bien sûr, de l'annonce du retrait définitif du Burkina Faso? Ou du moins de l'exclusion? Je pense que c'est une question majeure à travers justement de ce retrait ou cette suspension, comme vous voulez bien l'appeler, du Burkina Faso de l'AGOA. Il me semble qu'il faut d'abord jeter un regard assez objectif sur cette question et le prendre sous forme de 3 prismes. Saisir ou la lecture, la grille de lecture que nous portons devait être dégagée sous 3 volets. Voyez, le premier volet serait essentiellement de comprendre ce que c'est que l'AGOA. Voyez. Et le second volet doivent nous permettre aussi de pouvoir décrypter cette suspension sur le plan politique. Et enfin, le troisième volet nous permettra de l'aborder sur le plan géopolitique et stratégique. Voilà, c'est les 3 prismes que je voudrais proposer aujourd'hui aux téléspectateurs. Et si vous permettez, nous pouvons aborder le premier volet. Qu'est-ce que c'est que l'AGOA? Comme vous l'avez dit, c'est African Growth Opportunity Act, qui veut dire en français la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. Et c'est un système économique que les Américains ont mis en place le 18 mai 2000 et ça a été signé par le président américain. Alors, c'est quoi son but? Son but essentiellement, c'est de soutenir l'économie des pays africains en leur facilitant l'accès au marché américain s'ils suivent, je précise bien, les principes de l'économie libérale. Vous voyez déjà, dans la définition, il y a un objet qui est précisé, une orientation et qui vient avec des restrictions et donc il n'y a pas tellement, en termes d'économie, pas tellement de liberté. On va le démontrer tout à l'heure. Et la suspension du Burkina n'est pas un drame en soi, puisque il y a d'autres pays qui ont vécu déjà cette forme de blâme ou cette forme d'exclusion temporaire, oui. D'exclusion. Il y a eu le Cameroun qui a été suspendu le 31 octobre. Monsieur Chéoulou, votre micro a été désactivé. Voilà. Exécution sommaire, torture et détention arbitraire. Il y a eu la Guinée qui a été exclue en janvier 2022 suite au coup d'État de Doumbouya. Il y a eu le Mali qui est également exclu.
eh ben, il y a toute une liste de pays qui ont été déjà exclus de cette AGOA-là. Et donc, c'est pas la fin du monde, vous voyez. Alors, la majorité d'un pays africain qui profite de l'AGOA, on va tout à l'heure démontrer en termes économiques quelle est la plus-value, n'est-ce pas, de ce système économique. Mais il faut comprendre que l'AGOA, en réalité, c'est un instrument politique. C'est un instrument politique. La majorité des exemptions tarifaires concédées par l'AGOA sont accessibles à tous les pays, en fait, à tous les pays à travers le monde. Vous voyez? Donc, c'est des préférences tarifaires qui sont offertes aux pays africains, en tout cas subsahariens. Mais quand vous l'analysez, eh ben, c'est un accord unilatéral. C'est-à-dire que les pays africains ne décident pas, n'est-ce pas, des produits. Donc, c'est les États-Unis qui décident de façon assez unilatérale les produits les produits américains qui doivent, n'est-ce pas, être considérés sous la parapluie de l'AGOA. Alors, il faut aussi remarquer que l'AGOA, tout ce transfert se fait avec une monnaie, le dollar. Et le dollar est contrôlé par les États-Unis, comme vous le savez. Et les institutions de Bretton Woods, la FMI, la Banque mondiale, sont justement derrière ces transactions parce que la plupart, justement, de ces transactions, eh bien, les prêts de ces pays qui sont absolument des pays très endettés, eh bien, leurs services, leurs dettes sont contrôlés par la FMI et la Banque mondiale. Et donc, quand vous analysez, c'est très, je dirais, c'est pas très compétitif en termes de transactions, en tout cas du point de vue économique pour ces pays sub-africains. Maintenant, revenons au Burkina Faso. Le Burkina Faso ne fait même pas partie des pays qui profitent réellement de cette AGOA. Pourquoi? Parce que il faut d'abord, pour pouvoir en profiter, il faut d'abord avoir une structure industrielle. Il faut produire. Et c'est vos entreprises qui vont pouvoir envoyer sur le marché américain les produits que vous avez. Et si vous n'avez pas de produits, bien évidemment que, bon, vous faites partie de l'accord, mais il n'y a pas de profit direct ou indirect pour vous. Vous voyez? Et donc, quand on regarde les statistiques très rapidement, on reste toujours sur le volet économique, on voit que les pays qui en profitent essentiellement, c'est l'Afrique du Sud. Vous voyez? Alors, ça fait plus de 5 milliards de transactions avec les États-Unis, suivi du Nigeria, avec 2,2 milliards. Et le Ghana, 886 milliards. Donc, certes, c'est les pays qui profitent essentiellement de l'exportation, n'est-ce pas, de l'AGOA. Il vient la Côte d'Ivoire, le Botswana. Donc, dans cette liste-là, le Burkina n'apparaît même pas dans ces pays qui profitent essentiellement de cette AGOA. Maintenant, quand vous voyez en termes de quels sont les produits qui bénéficient généralement de l'AGOA, et on regarde un peu, n'oubliez pas que c'est une transaction à deux voies, c'est-à-dire que les pays africains, le marché américain est ouvert aux pays africains, mais en même temps, eh ben, ces marchés-là sont ouverts aussi aux produits américains. Donc, les États-Unis exportent également vers ce marché africain, n'est-ce pas, des produits. Et étant donné que l'industrie américaine, c'est la première puissance mondiale, donc dispose en termes de technologie ou d'entreprise ou de la viabilité aux compétences de leurs entreprises plus fortes, bien évidemment que ils profitent beaucoup plus, n'est-ce pas, de cette AGOA. Je vais vous donner quelques chiffres en termes de croissance. Depuis que ça a été établi, en 2017 par exemple, il y a eu 5,8% de croissance en termes de
transactions et de balance excédentaire, 39 milliards en 2017, et cela, les États-Unis ont exporté 2,3 milliards en termes de machines lourdes, de technologie envers les pays africains, 1,6 milliard de véhicules, vous voyez, 1,5 milliard d'avions, 1,4 milliard en termes de, 864 millions en termes de machinerie électrique, de technologie électrique. Et donc voilà les faits, ça c'est les statistiques économiques donc des États-Unis envers ces pays-là, puisque nous ne produisons pas de véhicules, nous ne produisons pas d'avions, nous ne produisons pas de machinerie lourde en termes de technologie. Et quand vous regardez de l'autre côté de l'exportation africaine, eh ben c'est l'Afrique du Sud qui vient sur un top de l'exportation avec 5 milliards, suivi du Nigeria à 2,2 milliards, du Ghana 886 millions. Vous voyez? Et donc, les produits qui sont essentiellement que nous exportons, eh ben, c'est le pétrole, 11,2 milliards, les métaux précieux, et puis les produits agricoles comme le cacao ou le café. Donc, alors, en termes de compétitivité, vous voyez que d'un côté, nous sommes très défavorisés en termes économiques parce que nous n'avons pas une industrie solide qui puisse, à compétition égale, à concurrence égale, puisse également envoyer sur le marché américain les produits que nous avons que les matières premières. Donc, nous sommes encore dans l'économie des matières premières et cette économie des matières premières n'est pas très compétitive en termes de plus-value, de croissance pour les pays africains. Et donc, dans ce schéma-là, ce panorama que je viens de vous présenter, voyez-vous que le Burkina n'apparaît même pas, puisque le Burkina ne dispose pas du pétrole. Le Burkina, bien sûr qu'il y a des gisements d'or, mais ça n'apparaît pas justement dans cet échange-là. Burkina ne produit pas du café ni du cacao. Et donc, en termes économiques, eh bien, le retrait du Burkina n'a pas tellement d'incidence sur le pays. Maintenant, l'autre volet, le second volet, si vous permettez, c'est le volet politique. C'est là où ça peut être une certaine importance parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil politique dans les mains des États-Unis. Et donc, après le coup d'État... Monsieur Cheilou, Monsieur Cheilou, je souhaite que nous abordions l'aspect politique dans quelques instants parce que nous allons également permettre à Monsieur Adama Sawadogo de placer un premier mot. L'aspect politique, parce qu'on le sait, le Burkina Faso, ou du moins Washington aujourd'hui reproche principalement au Burkina, on va le dire, le climat politique un peu tendu avec le renversement dans un premier temps de Christian Roch-Marc Kaboré, par la suite l'arrivée au pouvoir du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo, à son tour également renversé par le capitaine Ibrahim Traoré qui aujourd'hui bien sûr dirige désormais le Burkina. C'est en quelque sorte ce climat aujourd'hui qui, selon d'ailleurs Washington, pourrait expliquer, ou du moins explique l'exclusion provisoire donc du pays des hommes intègres de ce programme du côté des États-Unis. Alors, je ne sais pas si Sawadogo nous a rejoint dans le cadre de cette émission. Alors, Sawadogo, nous aurons l'occasion de l'avoir. Mais cordialement, Monsieur Cheilou, je vous laisse poursuivre bien sûr votre analyse. Vous parliez de cet aspect politique aujourd'hui et vous étiez bien sûr sur votre lancée. Tout à fait. Merci de me redonner la parole. Donc, je disais que si on doit conclure sur le plan économique, eh bien, c'est un programme qui n'est pas un programme, je dirais, pérenne, qui est aussi limité dans le temps. Vous voyez, c'est en 2000 que ça a été lancé, puis c'est réévalué après de temps en temps. Donc, c'était prévu pour être réévalué en 2006, puis après, c'était en 2007 que ça a été relancé, et aujourd'hui, ce programme finit en 2025. Donc, à chaque fois, c'est un programme à court terme qui peut être, vous voyez, suspendu à n'importe quel moment, ou même les produits qui rentrent dans
dans cette coopération économique peut être revue. Donc, si vous êtes suspendu, ce n'est pas vraiment la fin du monde en termes économiques, puisque la plus-value est très, en tout cas, dérisoire pour les pays qui n'ont pas encore une réelle capacité industrielle, une réelle production interne, et dont le PIB est très faible en termes de tissu économique. La balance de paiement, c'est-à-dire l'importation versus exportation, est toujours déficitaire pour la plupart donc de ces pays. Et donc, on a tout à l'heure vu comment c'est seulement quelques pays, notamment l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola, le Botswana, la Côte d'Ivoire, qui profitent réellement de cette transaction-là. Donc, ceci dit, on peut donc voir quel est l'incidence sur le plan politique. C'est là où ça devient plus important, parce que sur le plan politique, c'est un outil dans les mains de l'impérialisme américain pour taper sur des pays qui ne s'inscrivent pas dans une dynamique qu'on voudrait les voir suivre. Donc, après le coup d'État au Burkina, et donc il y a eu bris constitutionnel, et les États-Unis utilisent donc cette arme-là pour amener très rapidement le Burkina à revenir à des pratiques plus ou moins acceptées par la communauté internationale, notamment le rétablissement du droit constitutionnel, les élections et la transmission de pouvoir de façon démocratique. Mais à cela, il faut regarder les choses en face. Le Burkina aujourd'hui fait face à un terrorisme, à des groupes armés, voyez, et donc a besoin de soutien de la communauté internationale, de soutien des États-Unis. Donc, ici, on analyse la situation, on fait comme si de rien n'était au Burkina. Et c'est là où il y a l'hypocrisie, où il y a l'impérialisme, où il y a une certaine façon de s'aligner systématiquement sur la politique de la France dans son espace de précaré, voyez-vous. Et donc, ici, on était plus sérieux, on devrait regarder la situation du Burkina de façon plus objective et voir comment on soutient cet État à faire face à l'enjeu sécuritaire, qui est un réel enjeu parce que plus de 2 millions de Burkinabés sont déplacés sur le territoire. L'État est en train de s'effondrer, en tout cas, sur une grande partie du territoire. Les enfants sont déscolarisés. Une partie du territoire échappe au gouvernement de Ouagadougou. Donc, il y a un réel enjeu sécuritaire et on ne peut pas, et c'est là le danger, c'est-à-dire c'est là où cette suspension devient complètement ubuesque et manque de sens, puisque avant même que le Burkina profite de l'AGOA, il faudrait que l'économie burkinabé puisse fonctionner. Il faudrait que les entreprises burkinabées puissent avoir une certaine productivité. Mais pour pouvoir le faire, ils ont besoin de quoi? De la sécurité. Donc, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de production, la chaîne n'existe même plus. Voyez-vous. Donc, il faut sécuriser le Burkina dans un premier temps, permettre des investissements pour que les entreprises burkinabées puissent être compétitives, et à partir de là, ils peuvent donc mettre leurs produits sur le marché national, international, notamment sur le marché américain, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Et on a l'impression qu'il y a une situation de maladie grave et on voudrait le traiter avec du paracétamol, c'est-à-dire des antidépresseurs. Ce n'est pas tout à fait juste et ce n'est pas tout à fait cohérent en termes de rationalité économique et politique. Voilà ce que je voulais dire sur le plan de la politique. Et je pense que les autorités burkinabées doivent, n'est-ce pas, au niveau des Américains, faire le plaidoyer de la situation pour établir la cohérence des choses, parce que avant de parler d'économie, il faut la sécurité. Sans la sécurité, l'économie n'existe pas. Et donc, voir dans quelle mesure ils peuvent ramener les Américains à la table pour leur faire comprendre que le vrai enjeu,
c'est aujourd'hui la sécurité du Burkina. Monsieur Sheilou Lawson, nous évoquerons également l'aspect géopolitique de cette exclusion du Burkina Faso de l'AGOA. Mais bien avant, vous l'avez si bien relevé dans vos propos liminaires, vous avez parlé de la création de ce programme le 10 mai 2000. Ça fait pratiquement 23 ans que ce programme existe. Alors, s'il vous venait à l'esprit de nous faire un bilan de l'AGOA, pour ce qui est bien sûr des pays aujourd'hui qui en bénéficient, que serait, ou du moins, qu'auriez-vous à dire par rapport à ce bilan, après 23 ans d'existence? Est-ce que ce programme a véritablement aidé les économies africaines à se relever, ou alors pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a une sorte de stagnation? Si on évalue de façon très objective le bilan de ce programme, oui. Il faut comprendre que en termes économiques, le bilan n'est pas très reluisant pour les pays africains. Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne disposent pas, n'est-ce pas, de cette capacité industrielle de production. Et donc, avec la faiblesse du produit intérieur brut, il ne peut pas compétir de façon, je dirais, bénéfique pour créer la croissance en investissant justement dans ce programme avec les États-Unis. Les industriels américains sont à un niveau de compétition pas égalé du tout. C'est-à-dire que nous sommes dans un rapport de 1000 à 1, vous voyez. Et dans ce rapport-là, c'est évident que la balance des paiements soit du côté américain. Il faut aussi reconnaître que ce programme, normalement, devait être une incitation aux entreprises africaines de pouvoir développer des produits et, étant donné qu'il y a des préférences tarifaires, permettre à ces produits d'avoir accès au marché américain. Le marché américain est un marché assez stable en termes de capacité qui, normalement, devait permettre la croissance rapide des entreprises africaines. Mais là, nous sommes un peu dans le cul du sac, vous voyez, parce qu'avant de pouvoir produire, eh bien, il faut pouvoir investir. Il faut pouvoir investir. Et si vous n'avez pas les capacités d'investissement, vous ne pouvez pas augmenter la capacité productive de votre entreprise. Et si vous ne pouvez pas augmenter la capacité de votre entreprise, eh bien, vous ne pouvez pas être compétitif sur le marché mondial. Et si vous n'êtes pas compétitif sur le marché mondial, même s'il y a un accord tarifaire qui vous privilégie, vous ne pouvez pas vraiment en tirer profit. Encore que cette capacité d'investissement est liée au capital. Et ce capital-là, eh bien, c'est les banques qui doivent être capables de vous accompagner. Ces banques-là, elles-mêmes, sont prises en étau par la FMI et la Banque mondiale. Et donc, avec la dette extérieure de nos États faramineuses, où la plupart de ces pays font partie du PPTE, c'est très difficile de pouvoir disposer, n'est-ce pas, du capital nécessaire d'investissement. Et même ces investissements, in fine, profitent à quoi? Aux États-Unis, puisque vous n'avez pas, n'est-ce pas, la technologie nécessaire, vous n'avez pas, je dirais, le tissu industriel nécessaire pour pouvoir produire, avoir la productivité nécessaire pour pouvoir être sur le marché concurrentiel. J'ai donné quelques chiffres tout à l'heure. Et si on regarde donc le bilan, on voit tout simplement que en termes d'importation, eh bien, sur toute la période, on a eu 11,2 milliards en termes de pétrole. Donc, c'est le pétrole qui vient en première position. On est encore dans l'économie des matières premières. Ensuite vient 4,1 milliards de métaux précieux que les États-Unis ont importés. Et en 20, un produit agricole, 1,2 milliards de cacao. Et donc, vous allez voir que dans ces produits-là, il n'y a pas de quelque chose qui puisse réellement
augmenter la capacité productive en termes d'entreprises qui bénéficieraient aux Africains en termes d'entreprises. Par contre, de l'autre côté, on a vu comment, en termes de technologie, de machinerie lourde, les États-Unis ont exporté 2,3 milliards vers les pays africains, 1,6 milliard de véhicules, vous voyez, 1,5 milliard d'avions et 864 millions en termes de technologie électrique. Et donc, les seuls pays qui émergent, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria et c'est le Ghana. Et ces pays-là ont beaucoup plus importé, pour l'Afrique du Sud par exemple, 5 milliards sur toute la période, le Nigeria 2,2 milliards et le Ghana 886 millions. En termes d'exportation, toujours l'Afrique du Sud qui est en tête, 7,8 milliards, le Nigeria qui suit avec 7,1 milliards. Donc, il n'y a que 3 ou 4 pays sur l'ensemble qui ont pu, d'une certaine manière, profiter de cette AGOA, mais c'est au niveau tout simplement de leur matière première. Donc, il n'y a pas réellement, comme je l'ai dit, un réel tissu, capacité industrielle pour pouvoir en profiter. Et le Burkina n'apparaît même pas dans ce lot. Donc, en termes de bilan, oui, c'est une préférence tarifaire, une préférence qu'on offre aux pays africains. Ça devait être une incitation pour relancer, en tout cas, leur production intérieure, mais on voit que ce n'est pas le cas parce que ce qui nous manque, c'est une réelle politique industrielle de l'Afrique qui permet de transformer sur place nos matières premières et pouvoir arriver à des produits finis. Si on a cette capacité, en ce moment-là, oui, ça peut nous profiter. Mais tant que nous sommes dans l'économie des matières premières, dans l'économie de la périphérie, comme l'a si bien dit Samir Amin dans son ouvrage où le capital est au centre et puis les pays africains, en tout cas le tiers-monde est à la périphérie, ça va être toujours le déficitaire de notre point de vue. Donc, au-delà de cela, il faut comprendre que c'est un système politique qui permet de contrôler, en tout cas de faire pression, le soft power, comme on le dit, sur les pays africains. Et c'est une façon tout simplement de contrôler aussi l'orientation de ces pays, le choix stratégique de ces pays, le choix géopolitique de ces pays. Et tout à l'heure, nous allons voir l'aspect géopolitique, puisque avec le coup d'État au Burkina, on voit un nouveau joueur qui entre sur la scène africaine. Il y était, mais c'est retirant temps, c'est la Fédération de Russie. Donc, avec son implantation, en tout cas, son assistance de certains pays, notamment la République centrafricaine et le Mali. Et on voit justement l'orientation du Burkina aujourd'hui. Il y a toute une crainte, un vent de panique pour que le Burkina n'aille pas dans le sens de la Fédération de Russie. Donc, il y a un enjeu géopolitique et cette arme-là permet justement de faire pression sur le Burkina, de pouvoir réfléchir par deux fois avant de s'engager dans cette voie. Mais tout à l'heure, nous allons proposer les analyses, la grille de lecture sur l'aspect géopolitique. Effectivement, Monsieur Cheilou Laosson, permettons à Jean Sarpono de nous donner également son analyse, du moins, de porter également un regard sur cette thématique concernant bien sûr l'exclusion temporaire donc, du Burkina Faso de ce programme de l'AGOA. Bonsoir à vous Jacques Sarpono et bienvenue. Bonsoir mon frère Guéné, vous me recevez? Parfaitement Jacques Sarpono. Merci, bonsoir et puis heureuse année, comme de coutume il faut le dire, et qu'un nouveau jour se lève sur le continent africain. Oui. Un nouveau jour sur le continent africain. Bonsoir à Thierry Helou et bonsoir aux techniciens. Merci beaucoup pour l'explication de Thierry Helou et puis vos questions aussi l'ont aidé à dire ce qu'il connaît de cela. Et il a bien dit, en donnant certains chiffres qui servent des témoignages.
Il a parlé de l'Afrique du Sud, il a parlé du Nigeria, il a parlé du Ghana. N'oubliez pas que ces pays ont leur monnaie. Ces pays ont leur monnaie. Et de deux, effectivement, comme l'a dit Tehelou, ce n'est pas... L'Amérique ne peut jamais... Je suis américain. Ok? Et je vous dis ceci. Nous savons ce que ces gens-là font avec ceux qui sont qui disent qu'ils jouent la politique américaine. Hein? Par leur organisation, ils ne peuvent jamais vous aider l'Afrique à sortir. Ils ne peuvent jamais. Il faut dire la vérité aux Africains. Il faut dire la vérité aux Africains. Alors, si ce système était réellement pour aider les pays africains, il n'y aura pas question de faire sortir un pays de cela. Donc ça devient un outil politique de pression. Celui-là qui joue, qui pense comme ça, vous pensez qu'il va vous aider? C'est l'erreur que le Ghana, le Nigeria et l'Afrique du Sud, ces pays-là, qui sont en accord avec ceux qui sont devant ici, qui jouent ce rôle de coopération extérieure avec l'Afrique, c'est l'erreur que nos représentants africains font. Ils pensent qu'ils seront plus... Et c'est eux qui ont conçu leur système. Vous ne savez pas ce sur quoi ils ont conçu leur système. Mais ils vous invitent à venir adhérer. Et vous pensez que c'est si simple? Mais si ces pays-là sont joués ou bien un peu de cela, mais il n'y a pas un réel échange de la technologie de l'Amérique vers ces pays. Regardez le Boko Haram. Vous vous souvenez du temps de Obama où sa femme disait, we need our girl, we have to give us our girl back. Où est-elle aujourd'hui? Et pourtant, voyez ce système-là, on vous trompe, on vous fait penser que oui, on veut vous aider. Mais mes frères et sœurs africains, enlevez ça de la tête. Enlevez ça de la tête. Si vous voulez commercer avec n'importe quel pays, soyez rigoureux, serein. Cherchez le profit qui va avantager vos populations et vos pays, le développement. Et non vos profits personnels, avoir des maisons aux États-Unis, avoir des maisons aux États-Unis. C'est tout ce qu'on voit de ceux-là. Les maisons aux États-Unis. C'est ça qui va développer le continent africain? Ce n'est pas ça. Alors, si vous me permettez, vous voyez la relation entre la Russie et le continent africain. Voilà. Voilà. Ça a ignoré complètement, la monnaie que ce pays-là ignoré complètement. Mais l'Amérique ne veut pas ignorer cette monnaie-là, parce que c'est avec le dollar qu'elle domine. Alors, la Russie ignore le franc CFA et coopère avec les pays africains pour qu'il y ait un réel échange pour le développement réel du continent africain. Il faudrait que tous les pays utilisent leurs ressources pour effectivement se suffire et se développer. Je causais hier avec une américaine ici qui me disait que normalement, avec un certain niveau d'économie ou bien de l'argent personnel, ça ne peut pas dépasser un quota. Et pourtant, pour que, c'est-à-dire les riches, on parlait des riches et les pauvres. Parce que je dis, si ces organisations qui soi-disant aident le continent africain, ceux qui sont ONG, ils ne sont pas, et qui viennent de l'Amérique, ils ne peuvent pas voir ceux qui se couchent dans les rues, dans nos pays ici. Pourquoi ils ne s'occupent pas d'eux? Et c'est les Africains qui pensent aider. Elle a dit, voilà le paradoxe. Voilà la chose. Que normalement, il y a un plafonnement pour la richesse que personne ne peut dépasser. Mais aujourd'hui, en Amérique, les gens ont dépassé, tout le monde, les gens veulent être riches et ils sont riches au-delà. Normalement, ils doivent utiliser ce qui est. Après, quand on dépasse ce quota-là, ce plafonnement-là, le reste doit aller aux pauvres, à ceux qui n'en ont pas. Il faudrait que tout le monde se trouve dans la capacité de survivre. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, pourquoi on nous trompe avec ces histoires? Africains, réveillez-vous. Choisissez vos partenaires. Choisissez vos partenaires. Personne ne peut vous dicter qui vous allez coopérer avec. Je m'arrête là. Nous sommes en guerre contre cette injustice internationale contre le continent africain.
Que Dieu bénisse. Merci à vous, Jacques Sarpono. On reste au standard. Gallo Sélé nous a rejoint. Bonsoir à vous, monsieur, et bienvenue. Allô, Gallo Sélé, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, M. Nguéné. Excusez-moi, j'ai quelques petits problèmes de connexion. Vous m'entendez? Parfaitement, monsieur Gallo Sélé. Voilà, bonsoir une fois de plus. Bonsoir à vos invités et bonsoir aux téléspectateurs de For You. Une bonne année 2023, M. Nguéné. Une année de combat, une année de lutte sans merci contre ces prédateurs qui ont décidé de vivre de notre sang. Donc, une fois cela dit, je remercie votre invité pour tout le développement qu'il a fait avec toutes ces évaluations. Je remercie également Jean Sarpono qui a apporté un complément. Je n'ai vraiment rien à dire par rapport à cela. Je voudrais juste profiter de l'occasion que vous nous donnez pour rappeler à nos États qui signent tous ces accords ou toutes ces lois, qui acceptent toutes ces choses qu'on vient leur imposer sans même mesurer la profondeur de ces accords. Mais l'AGOA, même le Cameroun a été sorti de l'AGOA. En fait, les Américains utilisent l'AGOA juste comme un outil de communication. De quoi s'agit-il? Ils vous disent, vous pouvez venir vendre certains produits chez nous. Mais, monsieur Nguéné, ces pays-là, ils sont en état de, comment on appelle ça, de développement tel que les macabos que nous cultivons ici, ils ne peuvent même pas acheter cela. Ils vont vous dire que c'est plein de microbes. Donc, beaucoup de pays, surtout les pays francophones, ne peuvent pas vendre aux États-Unis. Il y a quelques pays anglophones qui ont développé quelques outils de production qui peuvent vendre là-bas, comme le disait l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana et même peut-être le Rwanda, qui ont mis sur pied des systèmes de production qui ressemblent à ce qu'on voit en Europe. C'est ceux-là qui peuvent vendre là-bas. Mais je vous dis, ça ne nous concerne pas. D'ailleurs, on a sorti le Cameroun de la Goa, ça a fait quoi? Ni froid ni chaud. Nous n'avons rien senti. À la limite même, peut-être le peu de bananes qu'on leur a envoyé, ça s'est retrouvé sur nos marchés, nous en avons profité. Donc c'est un truc, je veux dire, c'est juste un outil de communication. Les Américains traitent avec ces présidents, mais quand il y a quelques petits problèmes, ils font croire qu'ils ont pris des décisions. C'est faux. Tous les bénéfices que les Américains tirent du Cameroun ou du Burkina ne changent pas d'un iota. On peut prendre l'exemple également des APE. On nous dit, ouais, les APE, il y a des produits qu'on pourra importer sans taxe et les produits que les Européens peuvent exporter chez nous sans taxe. Résultat, tout notre pays est envahi des supermarchés avec des produits parfois périmés qui sont là sans aucune taxe. Nous ne touchons rien là-dessus. Le Cameroun qui a signé les APE et tous les pays qui ont signé les APE, mais ont des manquants en recettes douanières énormes. Mais en retour, qu'est-ce qu'on peut vendre là-bas? Qu'est-ce que vous voulez que l'agriculteur camerounais ou l'industriel camerounais aille vendre en Allemagne? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aillent vendre là-bas? Mais ce sont vraiment des outils de duperie, de banditisme international que ces gens-là continuent à faire admettre à nos chefs d'État et nous restons là un peu hébétés comme des petites bêtes. Je dis ça doit s'arrêter. C'est pour ça que j'ai commencé mes propos en disant 2023, année de lutte et de combat. Il faut bannir toutes ces choses-là. Si quelqu'un peut vendre aux États-Unis, il déploie ses ailes, il va y vendre. Si les Américains veulent vendre chez nous, ils déploient leurs ailes, ils viennent vendre en payant toutes les taxes qui vont. Parce que tous ces accords que vous entendez là, c'est juste des subterfuges pour ces grands pays-là, pour ne pas payer les taxes chez nous. Résultat, les recettes douanières ont chuté totalement. Et nos gouvernements étouffés sont obligés de se rabattre sur nous. Monsieur Nguéné, s'il vous plaît, il faudra faire une émission pour montrer tout ce qui va augmenter en 2023 au Cameroun, pour que les gens comprennent que quand ces gens-là signent tous ces accords des APE, ça nous tue. Et au bout du compte, on vient retaper sur nous. Alors que si on avait les recettes douanières issues de ces accords-là, on ne serait pas obligé d'aller demander à une ménagère qui paye un timbre à 1500 francs de le payer à 5000 francs. Donc voilà un peu globalement ce que je voulais ajouter à cette sauce-là, parce que je crois que votre invité a quand même tout dit. Et je m'arrête là en souhaitant une fois de plus à tous les téléspectateurs de For You, soyez en rang de marche. La lutte continue jusqu'à la mort. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous, Gallo Sélé. Zerfel nous a rejoint. Bonsoir à vous et bienvenue. Ok, bonsoir mon frère Francis, bonsoir à vos invités. Bonne heureuse année d'abord, pour tout commencer, que l'année 2023 apporte beaucoup de choses aux pays africains.
que, comment dirais-je, que For You vraiment augmente encore les reportages pour sensibiliser vraiment les Africains. Parce que ce que vous faites, c'est assez, mais ce n'est pas encore assez. Parce que les Africains n'ont pas encore compris comment ils vont se battre pour défendre leur territoire. Ils n'ont pas encore compris. Mais multipliez encore vos reportages pour que ces gens-là, parce qu'on a trop de béton dans les oreilles et des écailles sous les yeux. Mais pour commencer, comment dirais-je, pour parler du sujet que vous avez mis là, moi, quand je vois nos télévisions, nos médias, vous ne parlez pas de l'agriculture. Vous ne parlez pas de l'agriculture. Et c'est l'agriculture, on vient nous imposer aujourd'hui les merdes qu'ils fabriquent ici, qu'ils plantent ici. Et regardez un peu ce qui se passe, comme on est dans tous les pays africains. On importe, comment dire, on fait des élevages de la volaille partout en Afrique, mais ils envoient des poulets congelés, comment dirais-je, en Afrique. Et on signe des choses, comment dire, des panels, c'est-à-dire qu'on nous impose des choses qu'on n'a même pas besoin même d'aller chez eux pour vendre. Parce que, comment dire, quand je vois à Goua, comme donc ils enlèvent les gens, quand tu tousses un peu, on dit non, parce que tu n'as pas respecté quand le chef, donc tu n'es plus dedans. Et qu'est-ce qu'on va vendre là-bas? Aller vendre des tam-tams, aller vendre, comment dirais-je, de n'importe quoi là qu'on a ici, là. C'est à cause de ça, on nous envoie de n'importe quoi sur le territoire. Mais attendez là, il faut qu'on arrête un peu. Vous, les journalistes, vous qui avez créé des choses, des médias là, parce que vous ne mettez pas l'accent sur l'agriculture. Vous parlez seulement de la politique. Vous pensez que le politicien là, quand il finit de parler, de faire la politique ou de faire des meetings, il va boire le vent, il va avaler le vent pour dormir. Il va manger d'abord avant de dormir, quel que soit son niveau intellectuel ou son rang intellectuel. S'il est le président, il va manger le soir avant de dormir. Alors, vous ne parlez pas de ça. Vous faites que parler, comment dirais-je, parce que si les médias que je vois le plus souvent, quand ils ont créé partout de gauche à droite, ils ont poussé comme des champions maintenant, c'est pour parler politique, parler d'un président, parler de ce qui c'est, et l'agriculture. Et comment on va développer les chemins de fer en Afrique, pour que ces histoires de Goua puissent se stopper, pour qu'on aille partout en Afrique pour vendre nos affaires. Entre nous, ils vont acheter. Parce que si on les trucs du Cameroun, si on envoie en Côte d'Ivoire qu'on n'a jamais vu, des fabrications comme ce que vous partez, ce qu'ils vont vendre aux États-Unis. On peut vendre ça en Côte d'Ivoire, on vend ça au Mali, on peut vendre ça en Guinée. Quoi le problème? Mais parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de... le transport est cher. Et excusez-moi, pour prendre l'avion, ça coûte cher. S'il y a les chemins de fer, là, je sais que l'Afrique va plus s'intéresser à ces pays-là. Parce que les chemins de fer, tu peux mettre tout ce que tu as comme bagage, ça va arriver à bon port sans que tu sois gêné par les douaniers. Donc, quand vous prenez d'abord l'avion, vous allez payer les frais, ça coûte cher. Donc, le bien, mais ça coûte cher. Donc, les gars, ils ne peuvent pas voyager. Alors, donc, vous, les journalistes, là, moi, je vous accuse. Hein. C'est pas parce qu'on vient de plus en fois, de temps en temps, on appelle et puis on laisse quelque chose, ou on dit des trucs. Mais moi, ce que je vois, que vous ne mettez pas l'accent là-dessus, c'est l'agriculture, l'élevage. Vous ne mettez pas l'accent là-dessus. Aujourd'hui, on achète des poulets congelés, surcongelés ici, les légumes surcongelés. Regardez en Côte d'Ivoire, ils ont implanté des merdes de magasins là-bas. Et au lieu d'acheter les produits de nos mamans, pour les mettre dans ces magasins, ils envoient des produits de merde en Côte d'Ivoire, et chez nos produits de nos mamans restent dans la brousse. Alors, essayez de critiquer, de parler de ça, que de parler de cette merde de Goua. Moi, je n'ai rien à foutre avec ça. Pour aller vendre des tam-tams, pour aller vendre de n'importe quoi la chose dans ces pays-là. Et ils envoient, ils envoient tous les merdes et ils nous envoient avec ça. Et on peut rien faire. Parce qu'on a des présidents, on a des opposants qui ont la bouche cousue et des présidents qui sont corrompus. Alors, où on va avec toutes ces choses-là?
vraiment, il faut que je vous demande encore, vous les journalistes, essayez de voir ce côté de l'agriculture pour que les Africains puissent se prendre en charge dans la nourriture. Merci. Merci à vous, mon cher Zerfel. L'agriculture s'accompagne avec, bien sûr, une volonté politique. Merci, le conseil a été pris en considération. On reste au standard. Allô, bonsoir, bienvenue. Allô, monsieur, bonsoir. Bonsoir à vous, bienvenue. Nous avons du mal à vous recevoir. Allô? Oui, monsieur, allez-y. Allô, oui, ça va? Oui, parfaitement, allez-y, nous vous recevons. Ok, bonsoir, vous allez bien? Ah, super, merci. Allez-y, vous êtes en direct, vous êtes à l'antenne. En fait, je n'entends pas votre retour, c'est pourquoi je... Vous avez... Ok, donc... Oui. Moi, je voulais simplement vous dire que... Allez-y, monsieur, vous êtes en direct. Nous vous recevons. Bon, en fait, ce que je voulais dire par rapport à l'AGOA, moi, je trouve que c'est purement et simplement de l'arnaque. Ça, je vous le dis, hein. Parce que c'est de l'arnaque pour la simple raison que c'est les mêmes conditions qui expliquent cette soi-disant mondialisation que les pays développés ont installée à travers le monde pour, en fait, asphyxier les économies les plus petites ou les économies qui sont émergentes. Quelque part, moi, je vais encore fustiger la For You. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire une publicité gratuite à l'AGOA. Effectivement, parce qu'en montrant ça, c'est une publicité gratuite. Je ne sais pas, quelque part, si on vous paye pour ça. Sinon, normalement, vous ne devrez même pas montrer ça. Donc, ceci étant, je vais directement par rapport à ce système installé. En réalité, qui n'est en rien un système qui permet aux pays africains, et particulièrement aux pays de l'Afrique de l'Ouest, de se développer. Un auditeur a eu à parler d'un problème essentiel qui est là. Et si on ne le quitte pas, qui est le franc CFA, nulle part au monde, on ne se quittera. Ça, c'est très clair. Donc, il va falloir qu'on quitte ce franc CFA. Donc, une fois qu'on a quitté ce franc CFA et qu'on a pu créer une monnaie commune, n'est-ce pas, et gérée par nous-mêmes, en ce moment précis, on peut voir de l'avant et on peut espérer un développement potentiel. Donc, pour le Burkina, ne vous en faites même pas. C'est comme le Mali. Ils ont enlevé le Mali de nous. On a le dernier Malien qui est dans la plus petite brousse, n'est-ce pas? Je ne sais même pas si AGOA existe. L'économie malienne, qu'est-ce qu'elle tire de cet AGOA-là? Absolument rien. Donc, le Burkina n'a rien à voir avec cette histoire. Qu'on l'enlève de l'AGOA, tant mieux. La terre ne va pas s'arrêter de se tourner. Le soleil ne va pas s'arrêter de se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Maintenant, plutôt, les Burkinabés doivent voir, n'est-ce pas, les raisons fondamentales qui font qu'un pays, en aucune manière, ne peut se développer, c'est-à-dire la sécurité. Quelqu'un a eu à parler de cet état de fait. C'est exactement la même chose. Mais il y a un autre aspect, peut-être que je ne vois pas. Le monde occidental aujourd'hui est dans une lutte âpre face, n'est-ce pas, à la pénétration chinoise et la pénétration russe. Donc, moi, je trouve que c'est normal qu'ils agitent, n'est-ce pas, des épouvantails pour décourager les uns et les autres. Mais il faut que l'intellect ou l'intellectuel africain, comme un autre auditeur l'avait dit, arrive à conscientiser l'opinion africaine. Parce que jusque-là, moi, je trouve que les universitaires ne jouent pas grandement leur rôle. Ou on fait tout pour que les universitaires ne puissent pas jouer le rôle de conscience. Il faut qu'ils conscientisent les jeunes générations. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique doit se dire que nous sommes, il y a 85, sinon 90% de la population africaine et les jeunes. En termes de population, mais c'est un marché énorme. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Un marché énorme. On ne doit avoir peur de personne. Il faut renforcer simplement la sécurité. Une fois que la sécurité est renforcée, il n'y a pas de raison que les autres secteurs ne puissent
commencer ou ne puisse se développer. Donc, sortons dans ça, changeons de paradigme parce que c'est un problème de paradigme. Parce qu'on est là et les intellectuels aujourd'hui sont formatés pour encore mettre la société ou la jeunesse africaine dans une erreur monumentale qui consiste à nous culpabiliser, qui consiste à nous paraître, je ne sais pas, insuffisants ou incapables de faire ce que les autres ont fait. Mais les autres n'ont pas fait du miracle. Hein? Non, ils ont suivi un système de développement propre à leur réalité. Pourquoi ne pas le faire? Aujourd'hui, le Mali, remarquez, rien que la zone office, pendant la colonisation, mais on nourrissait toute la sous-région. Aujourd'hui, on n'est même pas capable de faire la moitié de ce qu'on pouvait faire. Et pourtant, sous la colonisation, c'était fait. Donc, il y a un problème de gestion qui est là, un problème de leadership qui est là. Donc, il faut qu'on change de paradigme. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. À la réalisation, on reste au standard ou alors on retrouve Monsieur Cheilou? Voilà, on reste au standard. Un autre appelant. Je pense qu'on va retrouver Monsieur Cheilou Lawson. On parle bien sûr de l'AGOA. On a entendu beaucoup de choses, Monsieur Cheilou. On a parlé de l'aspect monétaire en évoquant bien sûr ces pays qui tirent d'énormes bénéfices bien sûr de ce programme mis en place par les États-Unis. Certains ont qualifié l'AGOA d'outil de communication, de pression, bref. On a pratiquement tout entendu sur ces différentes réactions. On va y aller pas à pas, Monsieur Cheilou. On va évoquer l'aspect monétaire. Pensez-vous que clairement, il peut impacter le système de l'AGOA mis en place aujourd'hui par les États-Unis, c'est-à-dire les pays africains qui ont leur propre monnaie jusqu'ici, peuvent-ils être ceux qui bénéficient le plus au détriment bien sûr de ceux qui continuent bien sûr à avoir, on va le dire, à être contrôlés monétairement? Je pense que la question monétaire est une question très pertinente. Je remercie l'auditeur, je crois que c'est Jean Sapona qui l'a évoqué ou un autre auditeur. Je pense que quand vous regardez quand même l'aspect économique de la chose, bien évidemment que les chiffres ou les statistiques parlent d'elles-mêmes. Hein. Vous allez voir que c'est l'Afrique du Sud, le Ghana, le Nigeria qui profitent justement, en tout cas par rapport aux autres pays africains de l'AGOA en termes d'exportation. Bien que la balance des paiements est déficitaire de toute façon de leur côté, puisqu'ils ne proposent que quelques produits qui sont issus des matières premières, les métaux précieux, le pétrole et aussi quelques produits agricoles. Alors, mais vous allez remarquer que les pays africains de l'espace francophone qui utilisent le CFA, c'est encore plus difficile dans la mesure où ils ne contrôlent pas leur monnaie et que cette monnaie est adossée à l'euro et donc ça passe par le trésor français. Par contre, cette transaction se fait avec le dollar. Vous voyez. Et donc, à chaque fois que les pays africains francophones vendent leurs produits, s'ils arrivaient à vendre, ils sont payés en dollars. Et ce dollar-là, ne vient pas directement dans ces pays. Ça passe par leur compte d'opération, ça passe par le trésor français qui tourne le dos et convertissent ce dollar-là en cette monnaie coloniale qui est le CFA et qui leur redonne. Vous voyez, donc, dans cette transaction, c'est comme si je fais une transaction avec vous, mais cette transaction doit passer par quelqu'un d'autre qui décide non seulement le taux de change, et qui déjà tire un profit de ce côté, et bien qui décide de garder ce dollar-là qui va être sur le marché international compte tenu de sa fluctuation sur l'euro et qui tourne le dos, va aller tirer quelques papiers et mettre un tampon là-dessus et m'envoyer. Et c'est ça que je tire comme profit. Donc, de toute façon, du point de vue monétaire, comme l'a eu à développer des experts dans le domaine, c'est très défavorable justement aux pays africains. Et l'autre chose qu'il faut aussi savoir, c'est que nous sommes dans une économie de dollars, hein, une économie dollarisée. Et par conséquent,
c'est les États-Unis qui ont la planche à billets pour ce dollar-là. Et donc, pour pouvoir vendre sur le marché américain, nous commerçons avec un pays qui a sa monnaie, qui est le dollar. Et nous, même si nous avons notre propre monnaie, comme par exemple au niveau du Nigeria, le Naira ou l'Afrique du Sud ou le Botswana, le problème c'est que ces monnaies-là, en réalité, c'est des monnaies qui sont aussi adossées à d'autres paniers de monnaie et dont ils n'ont pas réellement le contrôle. Donc, il faut voir que bien que le Ghana a son cedi, ce cedi-là est adossé à la livre sterling, est adossé au dollar, et donc il fait que ces monnaies elles-mêmes subissent les fluctuations et les garanties en termes de productivité, mais aussi de quantité d'or qu'ils doivent mettre auprès de ces banques centrales à l'étranger pour pouvoir garantir leur monnaie. Ce qui suppose que nous n'avons pas une monnaie qui peut être compétitive avec le dollar. Donc, dans ces transactions, nous perdons de toute façon. Et enfin, il y a la compétitivité de nos entreprises. Vous voyez, l'AGOA est ouvert à un nombre de pays et chaque pays a ses propres entreprises. Ça veut dire que si le Nigeria produit du pétrole et que le Ghana aussi veut vendre, l'Angola veut vendre aussi par exemple du pétrole, et bien ces entreprises se concurrencent en réalité par rapport au même marché. Par contre, si nous avions des entreprises panafricaines et qui sont dans une certaine oligopole, ça veut dire que nous avons une entreprise panafricaine de production du pétrole qui vend sur le marché américain. Donc, il n'y a pas compétitivité entre les entreprises américaines. Donc, quand je vais sur ce marché que vous proposez un produit, le pétrole à un prix, votre pays africain, l'autre pays voisin propose le même produit, eh bien, je vais choisir le moins cher pour moi. Vous voyez? Et donc, alors, même dans ce marché-là, nous sommes entre nous concurrentiels et à la fin de la journée, eh bien, le marché qui décide. Dans la GOA, c'est bien précisé, les Américains ont été très clairs que c'est pour le marché, pour l'économie libérale. Donc, c'est le marché qui décide, c'est la main invisible de Dieu. C'est la main invisible qui décide sur ce marché. Et par conséquent, sur un marché libéral concurrentiel, et si vous arrivez en situation de faiblesse, c'est-à-dire que vous n'avez pas une capacité de production au niveau de vos entreprises, vous n'avez pas une capacité industrielle, vous n'avez pas une capacité en termes de produits concurrentiels, et vous allez sur un marché où c'est même pas seulement ouvert aux Africains, c'est ouvert à tous les autres pays que les États-Unis décident, par exemple, de pouvoir commercer avec. Donc, in fine, c'est clair que nous allons jouer sur un terrain où nous, on n'a pas la capacité vraiment de tenir tête et donc nous perdons en termes de productivité. La question de l'agriculture a été évoquée tout à fait. Nous ne pouvons pas concurrencer les entreprises agricoles américaines. C'est-à-dire un fermier ici au Canada ou aux États-Unis peut produire pour tout un pays. Alors que notre capacité, notre tissu agricole est encore, je dirais, à l'étape de la roue ou à l'étape encore très, très primaire. Donc voilà, alors il y a un besoin. Et c'est là, normalement, que les États-Unis, s'ils veulent vraiment aider l'Afrique, doivent pouvoir revoir le nouveau paradigme. C'est-à-dire que les États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, ont fait un plan Marshall pour relancer l'économie et la reconstruction de l'Europe. Pourquoi les États-Unis n'envisagent pas ce plan Marshall qui permet justement de faire des investissements importants pour donner une capacité productive à l'Afrique? Ils ont préféré maintenir l'Afrique dans un système de prédation, dans un système d'exploitation, dans un système où les pays africains doivent fournir tout simplement la matière première à vil prix pour soutenir leur volonté de puissance et de contrôle. Et c'est là où réellement le bas blesse. Voyez? Et donc, sans ce changement de paradigme fondamental, nous ne pouvons pas
justement disposer de ces industries qui soient capables de pouvoir concurrencer avec les États-Unis. Et l'autre aspect quand même qu'il faut prendre en considération, eh ben, c'est le fait que c'est devenu un outil géopolitique. Regardez par exemple, le 27 avril 2022, il y a une loi qui a été adoptée au Congrès par une majorité de 419 voix contre 9, et ça a été proposé par un démocrate noir américain. C'est quand même assez absurde, qui s'appelle Gregory Meeks. Et cette loi, c'est pour punir les pays africains qui apportent leur soutien aux activités en guillemets malveillantes de la Russie. Et cette loi exige du secrétaire d'État américain, je le lis en extenso, d'élaborer et de soumettre une stratégie et un plan de mise en œuvre décrivant les efforts entrepris pour lutter contre l'influence des activités malveillantes de la Fédération de Russie et de ses supplétifs en Afrique. Ouais. Et donc, ça veut dire que les pays africains ne sont pas libres de choisir leurs partenaires, de diversifier sur le plan commercial leurs partenaires ou de choisir vraiment leurs intérêts en termes donc d'échange. Alors, vous voyez l'AGOA, si vous le mettez dans un parallélisme de forme avec cette loi, vous vous posez des questions. Donc, on sent une certaine condescendance, un mépris, un colonialisme, un impérialisme qui est le legs d'une longue histoire de 400 ans d'esclavage, et cet esclavage a beaucoup profité aux Américains, de 200 ans de colonisation. Nous sommes dans la néo-colonisation, et donc l'Amérique a beaucoup de dettes envers l'Afrique, et cette dette-là devait normalement suffire pour établir un rapport plus en termes de développement du continent africain. Mais on ne le voit pas, plutôt à travers le FMI et la Banque mondiale, qui sont les deux institutions. Eh bien, c'est l'endettement qui écrase les pays africains. Le service de la dette même, c'est-à-dire que ce que vous payez en plus, il y a la dette, le capital de la dette qui reste en entier, mais ce que vous payez en termes d'intérêt sur cette dette-là vous tue, puisque vous ne pouvez pas l'utiliser pour pouvoir développer les écoles, les hôpitaux, la structure de santé, tout ça. Donc, même si vous vendez à travers l'AGOA aux États-Unis sur le marché et que vous dégagez des ressources, ben, ces ressources-là doivent aller en priorité faire, parce que le FMI et la Banque mondiale savent combien vous avez en termes de plus-value, et donc doivent en premier lieu aller servir, en tout cas, à payer les intérêts sur la dette. Et donc, vous revenez à la fin de la journée sans rien, et vos populations sont livrées à la souffrance, à la paupérisation, à la mort, et c'est pourquoi l'espérance de vie dans les pays africains est assez bas. Monsieur Thielou, nous allons certainement en ressortir par là, puisqu'on me fait savoir du côté de la réalisation qu'il nous reste environ 3 minutes encore à passer ensemble. Alors, au regard de tout ce que vous venez de relever et de tout ce qu'ont dit, bien sûr, nos différents intervenants tout au long de cette émission, je parle bien sûr de ceux qui ont appelé. Alors, pensez-vous que les pays du continent africain, malgré la forte inflation qui secoue plusieurs pays actuellement, ces pays-là peuvent véritablement se passer de ce programme de préférence commerciale de l'AGOA? Se passer, vous savez, nous sommes, qu'on le veuille ou non, dans une économie ouverte. Et donc, l'Afrique ne peut pas vivre en autarcie. On a besoin quand même des partenaires. On a besoin de commercer avec l'extérieur. Et on a besoin de pouvoir quand même porter une industrie assez compétitive. Et donc, pour cela, il faut d'abord, il y a des préalables. Et ces préalables passent par la sécurité d'abord, et c'est le cas du Burkina. Ensuite, il faut développer sur place un tissu industriel, ce qui suppose que il faut maîtriser la technologie, il faut transformer sur place. Nous sommes un continent très riche, que Dieu a complètement béni,
et on ne le voit pas nulle part ailleurs. Et donc, nous avons des richesses dans nos sous-sols. Il faut avoir cette capacité de transformation sur place. Et si nous l'avons, donc ça crée de l'emploi d'abord et élève le niveau de revenus des Africains. Et ça nous permet aussi d'être compétitifs sur le marché international. À partir de là, on peut établir ou revoir les accords commerciaux avec, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec les États-Unis ou l'Europe. Mais tant que nous ne sommes pas à ce niveau de compétitivité, eh ben, nous ne pouvons pas toujours profiter de ces accords qui profitent beaucoup plus au marché américain, puisque eux, ils peuvent également, à travers cet accord, envahir nos marchés avec leurs produits finis. Et puisque nous ne pouvons pas les concurrencer, eh ben, nous perdons en termes de ressources douanières, mais aussi nos entreprises ne peuvent jamais se construire, puisque en termes de compétitivité, eh ben, on ne peut pas les égaler. Donc, nous sommes là un pays de consommateurs, un pays de services qui ne contrôle pas sa monnaie, et donc qui subit l'inflation. Et avec cette inflation-là, il y a beaucoup qui sont exclus, n'est-ce pas, de la force du revenu, et donc qui ne peut pas consommer, et c'est la pauvreté. Donc, c'est pourquoi les pays africains sont de plus en plus pauvres et qui s'agit sur l'ensemble des Africains. Donc, il y a une réflexion à faire de façon globale avec les Africains de la diaspora et surtout les Noirs américains. Les Noirs américains peuvent influencer la politique de leur pays pour éviter que l'Afrique soit toujours le dindon de la farce en termes d'exploitation, de prédation, d'impérialisme et surtout que ce soit un outil, n'est-ce pas, de frapper les Africains à chaque fois pour les contrôler comme dans le temps de l'esclavage. Je terminais pour dire que l'histoire a montré que il y a des leaders africains comme Lumumba, comme Kwame Nkrumah, comme Sylvanus Olympio, qui ont été tués, et tout simplement parce qu'ils ont voulu faire des choix différents pour leur pays. Ils sont traités de communistes, et ça a permis justement de pouvoir de les éliminer. Aujourd'hui, nous sommes dans le même cas d'espèce où des Africains qui sont des médias sont désignés, des Africains, des activistes sont désignés comme Nathalie Wamb, comme des médias comme Africa Media, comme votre média aussi, comme Kémy Séba, des gens qui sont indexés par les services américains comme étant dangereux, en tout cas, pour l'éveil du continent africain. Donc, on doit sortir de ce paradigme-là pour repenser l'Afrique en termes économiques, en termes industriels, en termes de développement et avoir ce que, comme Motoundé nous disait, avoir cette volonté de puissance pour choisir l'intérêt des Africains, pour choisir notre horizon en termes de développement et aussi s'assurer pour le bien-être de tous les Africains. C'est le choix que les Américains font. America First, et bien les Africains aussi doivent faire ce choix, Africa First. African First. Merci à vous chez Lou Lawson une fois de plus. Bon début de semaine, mais surtout, bonne et heureuse année 2022. Merci à vous autant et à tous les auditeurs, téléspectateurs de For You Media. Notre volonté de puissance est le vœu que je formule pour tous les Africains. Merci également à vous d'avoir été nombreux à l'écoute de cette émission du Point sur l'actualité. La première d'ailleurs de l'année 2023, la première également de la semaine. Pour vous qui nous avez suivis bien sûr en direct sur For You Télévision, en relais sur la 96.3 FM ou encore en direct sur nos différentes plateformes Facebook ou encore YouTube. Portez-vous bien. Le grand journal, c'est dans quelques minutes.